Gobe tanyini, ne gobe ki tanyini, 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 Quand Junior s'engage. Tiken Jaffa Kolu sur Radio Clédou 101.2. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, de tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en condition de Clédou sa matinale, bonjour, bienvenue et bon réveil. Sous une pluie matinale avec une fraîcheur agréable, nous allons vous livrer les informations de ce jour. Ça chauffe à travers le monde. Mais dans tous les cas, nous sommes aujourd'hui Bakary Cissé, mardi 15 août l'an 2017. Il est 7h en temps universel. Vous avez la parole pour présenter le journal. Je te dis bonjour. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. La mission des Nations Unies au Mali a été visée par des attaques. C'était hier lundi. La première a eu lieu à Douaza, la seconde à Tombouctou. Le secrétaire général des Nations Unies a condamné ces deux attaques. On en parlera avec Kassim Traoré dans ce journal. Dans ce journal, nous parlons également de la campagne de sensibilisation contre la radicalisation et l'extrémisme violent. C'était au cours d'un atelier à Ségou. Douba Dambélé et Yapene Djeneba Dolo nous donnera des précisions. Et puis à la fin de ce journal, comme tous les mardis, nous allons retrouver Fanta Diakité dans la chronique santé. Aujourd'hui, Fanta va nous parler donc de la pharmacopée. Plus de 80% des populations africaines se soignent avec la médecine traditionnelle. Conscient de cette réalité, le Mali a ouvert en 1968 un département dédié aux plantes médicinales. De nos jours, y a-t-il une complémentarité entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle? C'est le sujet donc de ce magazine. Présentation de l'édition Bakary Cissé. Bienvenue donc à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 15 août 2017, la première session de Clédou Info. Double attaque contre les camps de la MINUSMA. C'était hier lundi 14 août 2017 par des hommes d'armée non identifiés ici à Douaza. La situation a été maîtrisée. Tel n'a pas été le cas à Tombouctou ou plus tard dans la nuit. L'armée malienne cherchait encore des assaillants infiltrés dans la ville. Les points avec Kassim Traoré. Tout a commencé vers 14h quand des tirs nourris provenaient du quartier général de la MINUSMA dans la ville de Tombouctou. Il s'agissait d'une attaque des hommes armés non identifiés. Après 4 heures de combat, le bilan fait état de la mort de 5 gardes de la sécurité de la MINUSMA, tous de nationalité malienne, d'un membre de la gendarmerie malienne, d'un agent civil contractuel de la MINUSMA, un garde de sécurité malien et 6 casques bleus ont été blessés, dont 2 grièvement. 6 assaillants ont été abattus lors de la riposte de la MINUSMA à l'attaque. Pour une des rares fois, les casques bleus ont réagi rapidement en déployant une force de réaction rapide destinée à sécuriser le quartier général de la mission et des hélicoptères d'attaque pour traquer d'éventuels assaillants. Quelques heures avant, la MINUSMA avait subi à Douaza une attaque terroriste. C'était vers 5 heures du matin. Les camps de la MINUSMA à Douaza, dans la région de Mopti, ont été la cible d'une attaque coordonnée par des hommes armés non identifiés aussi. Un premier groupe d'assaillants a tiré sur un camp de la MINUSMA à partir d'une colline adjacente. En réaction, les forces armées maliennes établies à proximité du camp ont riposté. Un deuxième groupe se dirigea à pied vers l'autre camp de la MINUSMA a ouvert le feu. Les casques bleus ont riposté et 2 assaillants ont été abattus. L'attaque a fait 2 victimes, un membre de l'armée malienne et un casque bleu. Un autre casque bleu a été légèrement blessé. Voilà, merci Kassim Traoré. Nous allons rester donc dans le cadre du terrorisme cette fois-ci pour parler de cet atelier de campagne de sensibilisation contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Ça s'est passé à Ségou. C'est par un atelier donc de sensibilisation qui a réuni plus d'une 50aine de jeunes de Ségou que cette campagne de 5 jours a été lancée. Nous allons écouter Alousini Sidibé. Il est le coordinateur national de SOS Civisme Mali. Il nous en dit plus au micro de Yapene Djeneba Adolo. Malheureusement, c'est un phénomène auquel nous assistons et qui est en train de prendre des proportions inquiétantes. Les cibles qui peuvent être exposées à cela, c'est bien entendu nous les jeunes et malheureusement aussi les femmes. Et c'est pourquoi nous avons estimé qu'aujourd'hui, il faudra que nous nous retrouvions pour discuter
pour voir comment nous pouvons envisager des actions pour essayer de faire mieux comprendre nos populations par rapport à cela. Et c'est pourquoi nous avons souhaité que dans ce travail-là, nous associons le Haut Conseil islamique, qui fait aussi un travail remarquable dans ce sens-là, parce que la religion est tout sauf tuer des gens inutilement. En tout cas, la religion musulmane, l'islam. L'islam, c'est une religion de paix. L'islam, c'est une religion de concorde. L'islam, c'est une religion de partage. Donc ce sont ces valeurs positives que nous devons véhiculer, que nous devons nous approprier. Ce qui se passe, ce n'est pas la religion. Voilà, des propos sont de Al-Fousseini Sidibé, il est le coordinateur national de SOS Civisme Mali. Voilà, propos recueillis par Yepene Djeneba Dolo, notre correspondante à Ségou. Ici à Bamako, l'accès à l'université de Kabala, un sujet polémique. Cette université, située en périphérie de la capitale malienne, est loin de faire l'unanimité auprès des étudiants. L'accessibilité à l'université de Kabala est une question difficile à résoudre pour beaucoup d'apprenants. Etienne Niaré qui est rendu, voici son reportage. Pour se rendre à l'université de Kabala, il faut que les étudiants se réveillent à 4 heures du matin pour ne pas rater le bus. Il faut qu'il y ait certains étudiants qui quittent leur maison à 5 heures du matin. Vis-à-vis de l'insécurité au Mali, c'est pas facile. Tu quittes à la maison à 5 heures, tu viens faire le rang, attendre le bus. 2 bus seulement qui viennent prendre les étudiants et les amener à Kabala. Ça c'est un problème majeur qu'on avait souligné. Après on a eu plusieurs bus, maintenant je pense qu'on est jusqu'à 5 bus comme ça. Mais jusqu'à présent il y a des problèmes. En plus sur la route de Kabala, les étudiants qui partent en motocycliste sont exposés à plusieurs problèmes. Par exemple les camions bennes qui circulent là-bas matin et soir. On a enregistré jusqu'à présent, je pense que c'est 3 morts de la rentrée ici, y compris un professeur. Il y a des étudiants, et comme je vous ai dit, qui habitent loin. Donc pendant les mois de carême, on entendait le bus jusqu'à 21h. Donc j'ai même un camarade qui est un coordinateur Mansour Kone. Il contacte le chargé du transport qu'il puisse envoyer le bus parce qu'il peut y avoir 200 ou plus de 200 étudiants qui attendent le bus. Les agents même de chez nous et le rectorat sont témoins de cela. Un jour même on a mis les étudiants dans le véhicule personnel du recteur. Puis encore il y a des étudiants même qui s'est débrouillé prendre le soterrement. Donc pour dire que le bus attend les étudiants jusqu'à 21h, vraiment je ne peux pas dire que cela est vrai. Le Centre national des œuvres universitaires, CENU, qui est en charge de la gestion du milieu scolaire, donne une toute autre version. Kassoum Diakité, chef de service transport au CENU. Et nous transportions en moyenne entre 5h30 et 8h, les bus peuvent faire chacun 3 allers-retours. Nous avons organisé les examens du premier semestre et du deuxième semestre sans problème. Tous les étudiants ont été régulièrement transportés. Tous les étudiants, aucun examen n'a eu des difficultés par rapport au retard d'étudiants. Nous avions à chaque fois été félicités en conseil de direction par le cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la bouche même des États généraux de l'NTP et du recteur, des recteurs qui sont présents. Ils ont félicité vraiment la bravoure, la qualité et la promptitude vraiment du personnel chargé vraiment de ce transport. L'université de Kabala, située à 15 km de Bamako, est bâtie sur une superficie de 103 hectares. Voilà, merci Etienne Niaré, entre les étudiants et les responsables, donc qui a raison. Voilà, donc voici la question qu'on se pose pour le moment. Donc beaucoup de polémiques autour donc du transport par rapport donc aux étudiants pour l'université. Maintenant sur un autre plan, la décentralisation cette fois-ci, c'est dans la région de Ségou, ça va très bien. Voilà, telle est la remarque faite par le ministre de la décentralisation et des fiscalités, Alassane Mohamed Moussa, à la sortie d'un cadre d'échange avec les acteurs de la décentralisation dans la région de Ségou. La rencontre a eu lieu hier lundi et a permis de faire l'état des lieux de la décentralisation dans la région de Ségou et de projeter les perspectives. Pour plus de détails, nous allons écouter le ministre de la décentralisation et des fiscalités, Alassane Mohamed Moussa. Il est interrogé par Douba Damele. La décentralisation malienne en général et en particulier dans la région de Ségou n'est pas malade comme certains essaient de le faire croire. Elle a peut-être une crise de croissance qui est liée à un déphasage entre ce qu'on attend de cette décentralisation. Quand j'ai dit décentralisation, il s'agit des structures chargées de la gestion de la décentralisation. Donc je disais un déphasage
entre ce qu'on attend de ces structures, de cette décentralisation et les moyens mis à leur disposition. Et c'est pour cela que nos échanges ont porté essentiellement sur ce qu'il faut faire, quelles sont les mesures qu'il faut envisager pour améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales au niveau région, au niveau cercle et au niveau commune. Et pour cela, il faut améliorer les ressources. Et les premières ressources sur lesquelles il faut mettre l'accent, c'est les ressources internes des collectivités. Le potentiel est là, mais comment faire pour élargir l'assiette fiscale? Comment faire pour améliorer le recouvrement de ces ressources-là? Je crois que c'est de cela qu'il s'est agi au cours de nos débats. Et nous avons fait un certain nombre de recommandations qui vont alimenter un document sur lequel nous travaillons actuellement, qui vise à créer les meilleures conditions de l'amélioration de la gestion des finances publiques locales. Eh bien voilà, donc c'était le ministre de la décentralisation, Alassane Ag Mohamed Moussa, propos recueillis par l'un de nos correspondants, c'est vous, Douba Dambélé. Clédou Info, première édition, 7h, passé de 10 minutes. Un mot sur l'actualité internationale après une journée de grève générale modérément suivie hier lundi 14 août que va annoncer le candidat malheureux à la présidentielle kenyane. La question donc reste posée. Sortant donc de son silence dimanche dernier, Raila Odinga avait appelé ses partisans à ne pas aller travailler et attendre des consignes qu'il donnerait donc ce mardi. Odinga acceptera-t-il la défaite? Choisira-t-il le recours en justice ou l'appel à la manifestation? Tout dépendra en tout cas de la capacité de l'opposition à présenter les preuves tangibles d'un éventuel trucage. Donc a expliqué Gabriel Lynch, spécialiste de la politique kenyane. Et puis le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a entamé hier, lundi 4 août, une tournée africaine en Tanzanie, au Rwanda, au Gabon et puis au Tchad. Un voyage centré sur la coopération économique et la lutte antiterroriste. Depuis son élection en 2014, le président Abdel Fattah, contrairement à ses prédécesseurs, a fait de l'Afrique l'une de ses priorités. Il a participé à tous les sommets de l'Union africaine, a organisé un sommet économique africain en Égypte et a normalisé surtout des relations qui étaient tendues avec l'Éthiopie. La page magazine de ce journal, plus de 80% des populations africaines se soignent avec la médecine traditionnelle. Conscient de cette réalité, le Mali a ouvert en 1968 un département dédié aux plantes médicinales. De nos jours, y a-t-il une complémentarité entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle pour soulager les malades? Des éléments de réponse dans ce magazine réalisé par Fanta Diakité. La médecine traditionnelle est considérée par l'Organisation ouest-africaine de la santé comme une méthode ou pratique utilisée pour maintenir les êtres humains en bonne santé ainsi que pour prévenir, diagnostiquer, traiter et guérir les maladies physiques et mentales. Y a-t-il une complémentarité entre la médecine traditionnelle et conventionnelle? Professeur Wurika Sanogo, chef du département de la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle sont complémentaires et notre approche aujourd'hui pour la santé publique, c'est une approche de comment cette complémentarité peut donner la santé publique pour donner des soins. Et nous pensons que si on veut résoudre les problèmes de santé d'une communauté, il faut communiquer avec ces praticiens de la médecine traditionnelle. Donc pour nous, la complémentarité est obligatoire. Il a été démontré par l'OMS que 80% de la population africaine se soigne par les plantes médicinales. Mais nous disons que d'ailleurs 100% des populations ont recours à la médecine traditionnelle parce que ça fait partie de notre culture, c'est notre vécu. Et très souvent aussi, quand on va en médecine conventionnelle, après quand on n'a pas de solution, on revient. Et donc il y a l'autre élément aussi de la combinaison des deux parce que le malade est à la recherche de solutions. Donc la médecine traditionnelle qui est le premier recours, généralement utilise les plantes médicinales pour soigner. Par exemple, quand on prend le paludisme, le programme de l'OMS qui parle de faire reculer le paludisme. Ils ont fait une enquête
Et ils ont constaté que 60% des enfants qui ont une fièvre liée au palu sont traités à domicile par des plantes médicinales. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments contre le palu qui ne passent pas par les plantes. Il serait difficile, compte tenu des réalités en Afrique, de lutter contre le paludisme sans la médecine traditionnelle. Professeur Urika Sanogo, chef du département de la médecine traditionnelle. Le Kinemax qu'on injecte aux malades du palu, à son origine, c'était une poudre qu'on donnait aux gens comme nos tradipraticiens donnent. C'était en 1600. Ce n'est qu'en 1820 qu'on a isolé les principes actifs. Et la chloroquine qui s'inspire de cette quinine a été synthétisée en 1944. Donc vous voyez que c'est la poudre comme donnée par nos thérapeutes qui est à la base de celle du Kinemax aujourd'hui qu'on injecte aux gens contre le palu grave. Aujourd'hui, l'OMS recommande pour le palu simple les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Et l'artémisinine vient d'une plante chinoise. La quinine, j'ai pas dit, vient d'une plante de l'Amérique du Sud. C'est en analysant de nombreuses plantes antipaludiques en Chine qu'on est tombé sur cette plante qu'on appelle Artemisia annua et qui a donné le principe actif artémisinine. Et en 2015, parmi les lauréats du prix Nobel de médecine contre les maladies parasitaires, il y a le professeur Yu Chu qui avait participé aux investigations des plantes chinoises contre le palu. Sur les 20 produits du département de la médecine traditionnelle, 7 sont officiellement sur la liste des médicaments essentiels. C'est le Sirobalembo qui est un antitussif, c'est le Dicentéral qui est un antidiarrhéique et un antidysenterie amibienne, c'est l'hépatizane qui est un hépatoprotecteur, c'est le malarial contre le paludisme, le gastrocédal contre les gastrites, nous avons le laxacacia et puis nous avons aussi la psorospermine et pommade. Donc un sirop, une pommade, les autres sont des tisanes. Cependant, la recherche continue pour d'autres pathologies afin de soulager les malades maliens et d'ailleurs. Mais récemment, nous avons finalisé le dossier de 3 nouveaux médicaments à base de plantes que nous espérons bientôt pouvoir les insérer sur la liste. Il s'agit d'un antipalu, tisane qui est Sumafura Tiamoro Bengali. C'est le tradipraticien qui a donné cette recette. Donc on a aussi les diabétisanes contre le diabète et les samanérés contre les hépatites, les affections hépatiques. Ça c'est les 3 dont les dossiers sont fin prêts que nous avons pu élaborer grâce au soutien financier de l'OAS. Nous sommes aujourd'hui un centre d'excellence de l'OAS pour la recherche sur la pharmacopée. Avec la présence d'un département de la médecine traditionnelle au Mali depuis 1968, notre pays est classé pionnier dans la sous-région. Avant de nous séparer, voici la prévision météorologique du 14 au 15 août 2017. Situation synoptique générale. Le ciel sera peu nuagé sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao, et Menaka et Borne sur le reste du pays. Des orages associés de pluie se produiront aujourd'hui dans la journée. Dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti, les températures seront stationnaires sur l'ensemble du pays. Ici, à Bamako et environ, le ciel sera peu nuagé à nuagé avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Les orages accompagnés de pluies interviendront aujourd'hui, donc c'est déjà fait dans la journée, et les températures maximales et minimales prévues pour la journée donc d'aujourd'hui sont respectivement de 32 degrés et 24 degrés. Le soleil s'est levé aujourd'hui à 6h17 et le soleil va se coucher à 18h55 plus précisément. Voilà, c'est la fin de cette édition, la première des Clés de Info. Il est 7h, passé de 18 minutes dans notre studio. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissi, mise en onde Abdoulaye Andan. La prochaine session d'information sur Clé 12, ça sera à 13h, une présentation de Arunaba. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.